Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série. Un homme, un tableau, un powerlifter, un tableau. Je sais pas encore comment j'ai trouvé le nom, ou si je l'ai pas trouvé encore, vous aurez la réponse sous le titre de cette vidéo. Bref, aujourd'hui, on va parler des différents formats que vous pouvez mettre dans votre programmation. Donc là, on parle vraiment de programmation pure. Donc on va parler top set, straight set, back off set, etc., etc. Quel est leur intérêt à chacun? Et surtout, quelle place ils doivent prendre dans votre programmation. Est-ce que vous devez avoir 50% de top set, 50% de back-off? Est-ce que vous devez mettre beaucoup de cluster sets? Peu importe. Vous allez voir, format après format, mon avis sur chacun d'entre eux, et vous allez peut-être avoir des surprises. Premier format, évidemment, celui qui est peut-être le plus populaire, peut-être pas le plus répandu, mais le plus populaire, c'est celui que tout le monde attend dans sa semaine, tout le monde attend dans son bloc, tout le monde attend toute l'année, c'est le top set, c'est vraiment le moment où on va mettre lourd sur sa barre. On fait ce sport évidemment parce qu'on aime cette sensation, on aime progresser, on aime être lourd, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de top sets. Alors là, on va dire qu'il y a plusieurs écoles, je vais pas rentrer dans dire je suis tel ou tel type d'école, peu importe, vous allez voir mon avis. Le top set, pour moi la question elle est très simple, c'est l'objectif du top set, c'est d'avoir un test, ni plus ni moins. Un test sur à peu près ce que vous voulez. Tout peut venir justifier le top set, mais tout aussi peut venir l'injustifier. C'est-à-dire que la première chose évidemment à laquelle on pense, c'est tester sa force. Ok? Le top set, quand vous avez une fois quelque chose dans votre prog, en général, voilà, c'est la première série, on va dire, et série unique que vous allez voir au début de la séance. C'est ce qu'on appelle le top set. Il sert à tester votre force la plupart du temps. Vous pouvez aussi tester votre technique en la soumettant à une haute intensité. Ça peut être une raison valable d'avoir un top set, mais voilà, c'est plutôt un résultat où c'est voilà, ça vient conclure une phase de développement au préalable. Si vous avez rien de particulier à tester, ok, ne mettez pas de top set dans votre programmation, ça va pas plus vous faire avancer que ça. C'est pas parce que on multiplie les singles que forcément ça y est d'un coup on va exploser. L'argument pour moi de la spécificité à tout va n'est pas forcément un très bon argument, et voilà, c'est vraiment l'exemple type. Vous devez tester quelque chose. Alors peut-être que des fois la raison du test c'est juste de voir comment vous réagissez en mettant beaucoup de singles ou beaucoup de top sets. Ça m'est arrivé de faire durer pendant 3, 4, 5 blocs toujours exactement le même format, et ça peut être un format d'observation. Mais enfin, si vous programmez tout seul, en général, déjà vous avez très peu de recul sur votre pratique, et donc très peu de recul pour pouvoir vous dire de gérer intelligemment le fait de garder le même top set pendant plusieurs blocs. Voilà. Et surtout, il y a beaucoup plus simple à faire que ça, vraiment, les gars. Deuxième format qui pour moi est presque un format 1 bis, on va dire, c'est le ramp up. Ok, le ramp up, pour moi, c'est assez simple. Il y a deux cas pour pouvoir mettre un ramp up. Donc, j'explique ce que c'est qu'un ramp up. En grosso modo, c'est un établissement au préalable de la progression sur votre top set. Je m'explique. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous devez taper un top set, imaginons RP8, ok, et donc vous allez avoir rédigé sur votre prog, donc vous le prenez en compte en tant que set, tous les échauffements, en tout cas pas tous, c'est en tout cas les échauffements significatifs qui vont vous servir à arriver jusque là. Donc imaginons vous avez un single RPE8, vous allez arriver avoir sur votre prog 1 fois 1 RPE6, 1 fois 1 RPE7 et 1 fois 1 RPE8 en vérité. Pour moi, deux cas de figure pour utiliser ce genre de format. Premier, vous êtes totalement débutant et vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de recul sur ce que vous êtes capable d'atteindre en termes de force, et du coup, d'une semaine à l'autre, vous allez progresser sur votre force, sur votre technique, peu importe. Donc vous avez besoin d'être cadré et guidé, et vous avez besoin que ce soit écrit, là je fais telle charge, là je fais telle charge, et ensuite je finis sur telle charge. Voilà, vous avez besoin de cadre pour pouvoir vous exprimer, et ça c'est totalement compréhensible. Ok, et c'est même une des justifications qui peut pousser à mettre des top sets. C'est-à-dire qu'un ultra débutant, ça a totalement du sens de mettre des top sets dans sa programmation. Il n'y a rien de pire qu'un débutant qui dit je fais de la basse intensité, je travaille ma technique, et quand la technique sera acquise, et bien là je pourrai charger. Faux. Faux, archi faux, parce que dès que vous allez charger, vous allez vous rendre compte qu'en fait, appliquer la technique à basse intensité et à haute intensité, c'est pas du tout la même paire de manches, et vous allez vous confronter beaucoup plus vite à vos limites techniques
que ce que vous pensez. Okay, la technique, c'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est pas un interrupteur on-off, c'est quelque chose qui se travaille et qui se peaufine au fur et à mesure avec une exposition sur plusieurs ranges d'intensité. Okay, du plus petit échauffement, effectivement, il faut être capable de faire barre à vide, une technique parfaite, on est d'accord, mais il faut être capable d'avoir la haute reproductibilité de cette technique aux intensités les plus hautes. Sinon, si vous avez l'objectif de faire de la compétition et de sortir vos meilleures barres en compétition, ou même tout simplement d'arriver à la salle et de faire vos meilleures barres à la salle, vous allez vous prendre une claque. Donc ça a totalement du sens chez les ultra débutants de leur mettre des top sets et de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent découvrir la haute intensité régulièrement et pouvoir se faire à cette intensité. Donc ça, je trouve ça quelque chose de très intéressant. Donc dans ce cadre-là, dans ce même cadre, le ramp-up a totalement sa place, on va dire ramp-up top set, vous pouvez l'appeler un petit peu comme vous voulez, c'est le fait de voilà mettre ligne par ligne, de dire voilà, de planifier à l'avance un petit peu les séries qui vont nous amener jusqu'au top set final. Hein, on est d'accord que si vous avez un fois un RPE6, un fois un RPE7, un fois un RPE8, ce qui est intéressant quand même dans l'eau, c'est plutôt le RPE8 que le RPE6. En général, un fois un RPE6, on se doute que ça va plutôt bien se passer. Voilà. Donc, ce cas de figure-là, de se dire, voilà, je me découvre à chaque fois, donc de semaine après semaine, j'ai besoin d'avoir un peu plus de cadre, et semaine après semaine, en fonction de ce qui a été fait la semaine précédente, le ramp-up, je peux avoir mes propres notes, de se dire, bah voilà, tel type de montée en gamme, ça s'est plutôt bien passé, ou au contraire, ça ne s'est pas bien passé du tout, donc j'ai besoin de prendre des notes et que ce soit écrit. En dehors de ce cas de figure-là, les gars, je vais être très très dur, pour moi, ça n'a aucun intérêt. En fait, ça a de l'intérêt pour les mecs qui ne savent pas se tenir. Voilà, c'est simple comme bonjour. Si vous savez pas faire votre montée en gamme, vous faites des jumps qui n'ont aucun sens, vous arrivez à la salle, j'en ai vu les gars, même des athlètes expérimentés, qui chargent directement leur top set. Bon, bah voilà, vous êtes un connard. Si vous arrivez, vous faites des jumps de 50 kilos, bon voilà, alors ça dépend quel niveau vous êtes. Évidemment, si vous faites 70, 120, 170, on est d'accord. Si vous avez un terre à plus de 200, il n'y a pas de souci, faites-le. Mais si vous avez votre top 7 c'est 170 et que vous faites 70, 120, 170, il y a beaucoup de chances pour que ça se passe mal. Donc il vaut mieux prévoir à l'avance et vous écrire et un petit peu tenir par la main l'athlète pour lui dire non, tu vas faire ça, puis ça, pour t'amener à un niveau de performance qui soit le plus grand possible. Ok, donc c'est vraiment pour les mecs qui savent pas se tenir. Voilà, c'est vraiment, je suis cash hein, sur ce format, mais pour moi, voilà, ça n'a pas énormément d'intérêt en dehors du cadre du débutant. Si vous avez un peu dépassé cette phase, ça fait plus de 6 mois que vous vous entraînez. Bon, vous savez à peu près faire une montée en gamme correcte pour avoir un top 7 qui se passe à peu près bien. Ok, donc voilà, pour moi, c'est vraiment les mecs qui savent pas se tenir, qui font n'importe quoi et qui vont mettre n'importe quoi sur la top 7 et qui vont faire n'importe quoi avec leur montée en gamme. Troisième format, les straight sets, donc série droite, on va dire. Voilà, c'est une traduction un petit peu foireuse. Grosso modo, c'est tous les formats où vous avez des séries qui se répètent sans rien bouger. Ok, c'est pas un top 7 où vous allez avoir une série avant plus lourde que les autres. C'est vraiment, je vous donne un exemple, vous arrivez, vous faites un 3x3 avec la même charge, la même intensité. Voilà, ce sont des séries un petit peu qui se répètent comme ça, qui paraissent un petit peu banales, ok, mais qui sont pour moi ultra importantes. Et là aussi, je vais être cash, c'est la base de la création d'adaptation, que ce soit musculaire, que ce soit technique, que ce soit nerveuse, que ce soit coordination, que ce soit même mental, même peut-être cardio si vous faites du squat, si vous travaillez un petit peu la capacité de travail. Il faut avoir une base sur laquelle on est capable de se dire je suis capable de répéter tel effort dans telles conditions qui se représentent. Okay, parce que en fait, la contradiction, on va dire, en tout cas l'opposition avec les top 7, le top 7, vous savez, c'est sujet à une grande variabilité de performance due à l'énorme fatigue que ça engendre. En général, enfin l'énorme, ça dépend de l'intensité, mais en général, l'idée d'un top 7, c'est qu'on le pousse à haute intensité. À haute intensité, vous êtes ultra dépendant de tout ce qui entoure votre entraînement, en fait. De votre récupération, ça peut être du matériel, de votre nutrition, de la nuit que vous avez passée, de la journée que vous avez passée, etc. Ça, c'est des variables qui vont beaucoup jouer sur votre top 7, voilà, votre capacité à pouvoir être efficace à haute intensité. Et donc, en termes de prédictibilité, ou prédictabilité, je ne sais pas bien, et de lisibilité, visibilité de la performance, bah, il y a
pas grand chose qu'on peut tirer d'un top 7 en fait. C'est-à-dire que une semaine vous allez être très bon parce que vous avez des conditions favorables dans votre quotidien. La semaine d'après, vous avez passé une mauvaise semaine, vous avez, je sais pas, une rupture, un boulot qui a été plus fatigant, vous avez mal dormi, peu importe. Boum, votre top 7, c'est celui qui va être affecté en premier. Et donc, vous avez une variation de performance qui est énorme à travers les semaines. En tout cas, qui peut être énorme. Si vous avez un quotidien hyper bien rythmé, hyper bien calé, en général, votre top 7, il est comme à peu près toutes les autres séries. Vous êtes capable de dire, avec un pourcentage de précision assez élevé, ce que vous allez être capable de faire si vous êtes un petit peu sérieux et que vous savez écouter votre corps. Voilà, il n'y a rien de sorcier, mais pour ça, on a les straight sets. Parce que les straight sets, c'est des séries qui vont être un petit peu moins soumises à une intensité élevée, c'est-à-dire que on va dire que ça va partir d'une intensité basse pour aller vers une intensité moyenne à moyenne élevée, on va dire. Donc si on parle en termes de RPE, vous allez vous situer entre RPE 5,5, 6 jusqu'à 8, on va dire. Voilà, en tout cas c'est comme ça que je les programme ces straight sets. C'est-à-dire que vous êtes capable de les faire dans à peu près toutes les conditions et que si je prends la moyenne, on va dire des straight sets que je programme, RPE 7, une série RPE 7, même si vous avez mal dormi, même si voilà, il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui jouent, vous êtes capable de reproduire une performance qui est assez identique au fil des semaines. En tout cas, l'écart de performance va être minime. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est la base de la création de toutes les adaptations et ça doit prendre la majorité de votre temps. Ok, on parlera après, on fera un petit top en pourcentage sur chaque format. Mais voilà, ça va vraiment être la base, le fait de répéter dans les mêmes conditions, de standardiser à chaque fois votre performance. Ok, c'est vraiment la clé de la performance, hein, tout simplement. Donc, c'est vraiment un format que j'adore et c'est la majorité de mes formats. On va parler maintenant de quelque chose qui est lié, on va dire, au straight set. C'est tout simplement les back-off sets. Les back-off sets qui sont en fait des straight sets, donc ni plus ni moins, hein, c'est des séries avec exactement la même prescription, même intensité, c'est les mêmes séries. Et c'est juste la particularité, c'est qu'elles viennent après un top 7 ou une série à plus haute intensité ou n'importe quel type de série qui peut être placé avant. Voilà, c'est juste après et en général c'est à moins d'intensité par rapport à un top 7. Voilà, c'est la seule différence, on va dire, mais c'est une différence qui est contextuelle. C'est pas une différence de nature. Voilà, c'est pas des séries qui sont fondamentalement différentes, pardon. C'est vraiment exactement la même chose que les straight sets, juste qu'elles sont placées après un top 7. Donc, si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai dit sur les straight sets, c'est-à-dire qu'il faut les traiter exactement de la même manière que les straight sets, avec la même implication, la même volonté de standardisation, et elles vont attirer autant d'adaptation que les straight sets. Ok ? L'erreur la plus commune, c'est évidemment de tout mettre sur le top 7, et donc avec une fatigue nerveuse qui est assez élevée, et du coup de délaisser ces back-off sets, et du coup de baisser la charge par rapport à ce qui est prévu déjà de base. Ok ? Ça, c'est la plus grosse erreur. Pour moi, en fait, les concepts de back-off et de straight set doivent se superposer, se confondre. Et c'est comme ça que j'écris mes progs, même si je mets un top 7 et ensuite des séries ensuite. Les séries ensuite sont tout aussi importantes que les straight sets d'un jour secondaire, d'un jour tertiaire, et sont parfois même aussi importantes que le top 7, parce que le but, c'est de continuer à créer des adaptations après avoir eu une intensité élevée. Ça veut dire que en plus des straight sets, donc ils ont à la fois le même rôle, mais ils ont un rôle supplémentaire. C'est un rôle un petit peu d'enquêteur, c'est de voir comment vous réagissez après avoir eu une dose d'intensité. Donc ça, c'est très important de répondre à ça, parce que ça peut modifier, on va dire, votre plan, par exemple pour une compétition. Si vous faites un deuxième essai assez agressif, vos back-off sets, ils vous donnent des indices sur comment vous allez vous diriger sur votre troisième essai. Si vous avez l'habitude de gérer à grosse intensité, et derrière d'envoyer vos back-off sets comme il faut, bon, on va y aller un petit peu plus sereinement que si vous faites votre top 7 et derrière après vous êtes obligé de décharger de 10 kilos par rapport à ce qui est prévu et de faire vraiment des back-off sets faciles. Voilà, ça c'est un des exemples d'enquête, de choses qu'on peut tester, et on va dire que on teste avec le top 7, mais on peut aussi tester avec le back-off et l'association des deux, le contexte, créer un contexte à votre entraînement. C'est vraiment le travail du coach, c'est vraiment un travail d'enquêteur et d'avoir le maximum de données pour parer à toutes les situations possibles, en fait. Ce qu'il faut comprendre avec la force athlétique, c'est qu'on crée pas juste de la force, on n'entraîne pas juste une qualité physique, on entraîne un athlète avec
tout son panel de situations dans lesquelles il doit performer. Et vous allez jamais arriver, en tout cas très très rarement, à une compétition où à un moment il faut performer et où toutes les étoiles sont alignées, où vous pouvez performer efficacement. Non, il va toujours y avoir un challenge. Et selon moi, voilà, on n'est jamais plus fort que notre maillon le plus faible. Hein. Ça, c'est une phrase qui est assez répandue et je la trouve très très vraie. Même si notre maillon le plus faible, il n'a pas en soi réellement de rapport avec notre force maximale. Ça veut dire que vous pouvez être extrêmement performant sur votre top 7 et très très peu performant sur vos back-off 7. Pour autant, ça veut dire que vous avez là un point faible qu'il faut régler dans le but d'être plus performant. Pourquoi? Parce que il faut un petit peu dézoomer de la performance. Souvent, oui, j'ai fait un super top 7, etc. Avec un RM très élevé ou une super performance dans l'absolu. Vous avez battu peut-être un PR, etc. Très très bien. Je suis très content pour vous. Mais ce qui m'informe, c'est que sur le plus long terme, sur 2, 3, 4, 5 blocs, sur toute une phase de la saison, vous avez X nombre de séries, 3, 4, 5 séries, à chaque fois après votre top 7, qui passent entre guillemets à la trappe et où vous allez baisser peut-être de 10, 15 kilos, donc peut-être de 5, 10, 15% de pourcentage de votre 1RM. Et donc vous allez avoir un entraînement qui, au lieu de représenter X variables, je dis n'importe quoi, hein, 7000 kilos de tonnage, peu importe, et ben vous allez retrouver à 5000 par rapport à ce qui est prévu. Et donc ça impacte. Ça en dit beaucoup sur votre capacité de récupération. Donc il y a peut-être, ça engendre d'autres questions sur le péri-entraînement. Okay, est-ce que vous gérez bien votre nutrition, les temps de repos, votre concentration à la salle, etc. Mais ça engendre aussi sur votre qualité physique, votre capacité à créer des adaptations. C'est-à-dire que si vous avez 2 jours de squat dans la semaine, je dis n'importe quoi, vous avez un jour en straight set. Là, tout va bien, vous faites votre 3x3 à l'intensité prévue, voilà. Il n'y a pas de problème, vous arrivez à être standardisé, super. Ensuite, vous avez, sur votre deuxième jour, un top 7 avec des back-off. Je dis n'importe quoi, 1x1, 3x5. Vous faites votre 1x1, vous performez très très bien. Vous avez donc 4 séries effectives qui vous servent à produire des adaptations pour les semaines suivantes, etc., etc. Et vos 3x5, vous le baissez de 10 ou 15 kilos, ou parfois, vous cutez une série, donc vous faites plus que 2x5 avec 10 kilos de moins, ou des fois, les séances, soit si le top 7 il se passe mal, vous perdez une série, et donc vous rachetez la séance parce que vous êtes des gros bébés. Voilà, ça c'est ce qui peut arriver. Soit si le top 7 s'est très très bien passé, vous êtes à la fin du bloc. Ah c'est bon, j'ai la fin du bloc. J'ai concrétisé ce que j'avais à concrétiser. Le job est fait. J'ai sorti mon PR sur le squat. Ah les 3 séries, ça dégage. Je passe 10 directement au bench et là je m'attaque au top 7 au bench. Là vous perdez 3 séries dans la course. Et en fait, au fur et à mesure, c'est-à-dire, bloc 1, vous perdez 3 séries par-ci par-là. Bloc 2, vous perdez 3 séries par-ci par-là, etc., etc., etc. Et vous arrivez au bout de votre cycle d'entraînement où vous avez perdu X séries ou X pourcentage d'intensité et donc X chance de progresser en plus. En fait, c'est ça. C'est pas un niveau que vous perdez dans l'absolu, ok, mais c'est un niveau dont vous vous privez. Donc voilà, je trouve que c'est ça qui est dommage avec les back-off sets et souvent c'est vraiment négligé. La plupart du temps c'est fait à la va-vite. Voilà, soyez sérieux, quitte à mettre 2,5 ou 5 kilos de moins sur le top 7 pour avoir une homogénéité dans la semaine qui est bien meilleure. Voilà, et je pense que au final c'est juste des chiffres à la fin des fins, à la fin de l'année, à la fin de votre saison, à la fin de votre cycle, à la fin de votre bloc. Prenez l'échelle que vous voulez, à la fin de la semaine, à la fin de la journée, à la fin de l'année. Ce qui compte, c'est que vous avez fait tant de séries de squats à telle intensité moyenne, etc., etc. Voilà. Et si vous prenez 2 lifters identiques, je me prends moi, version A, je me clone et je fais une version B. Le clone qui a fait 3 séries de plus par semaine sur toute l'année, bah, il y a de grandes chances qu'il ait un petit peu plus progressé que moi à la fin de l'année. Et du coup, ça se transmet sur les top 7 ou sur les barres de compétition, ça se transmet sur les E1RM, sur les 1RM estimés qu'il a eu tout au long de la saison, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important et c'est important d'avoir une vision un petit peu plus large. Voilà. Nouveau type de format, les drop sets, donc qui viennent un petit peu en complément des back-off sets. Grosso modo, c'est des séries. C'est vraiment l'inverse du ramp-up. Hein. Le ramp-up, vous allez monter en intensité au fur et à mesure. Le drop set, vous allez descendre en intensité au fur et à mesure. Donc vous allez baisser la charge petit à petit. Je suis un peu mitigé. Moi, je le programme vraiment très très exceptionnellement. En général, j'aime bien me dire que ce que je cherche, c'est la répétabilité, la lisibilité sur la performance, et qu'en fait, baisser au fur et à mesure la charge,
m'amène très très peu d'informations sur la capacité du lifter à encaisser le volume prescrit. Si vous baissez de charge, vous pouvez balancer 10 séries par jour. Si à la fin, à chaque fois vous baissez de 10 kilos, vous commencez à 200, puis 190, puis 181, vous pouvez aller jusqu'à barre vide comme ça, et vous aurez fait X séries. Et ça vous apporte pas beaucoup d'infos. C'est-à-dire que vous avez commencé à 200, ok, ça va être un back-off set ou un straight set cohérent, 190, ok, puis 180, 170, bon bah ça reste des barres de chauffe, des barres que vous allez monter très très facilement, et puis bah ça vous apporte pas beaucoup plus d'infos. Être capable de faire 10 séries de barres de chauffe, je suis pas sûr que ça vous amène énormément à quelque chose. Alors effectivement, hein, je vais reprendre mon discours de tout à l'heure, à la fin de l'année, si vous êtes capable de passer 10 séries de plus par jour, probablement que ça aura un impact positif à la fin de l'année. Après la balance bénéfice-risque, quand vous êtes totalement débutant et que vous mettez peut-être 80 kg sur votre barre de squat, vous pourrez en faire, hein. Il n'y a pas de souci, à part peut-être des risques de tendinopathie, on va dire, d'augmentation du volume total qui est un petit peu dangereuse, qui peut vous amener à provoquer des inflammations. Mais on va dire que dans un contexte sain, probablement que les ultra débutants, faire beaucoup de volume, oui, ça va leur apporter. Vous avez une balance bénéfice-risque qui est largement positive. Vous allez énormément progresser avec très peu de risques. Le jour où vous commencez à faire des séries avec proche de 2 fois votre poids de corps, bon, ça commence, voilà, ça commence à être un petit peu plus délicat. La charge réelle que vous allez avoir sur le dos ou au bout des bras ou que vous allez tirer, là, elle commence à être réellement impactante. Et même des séries de chauffe restent des séries où il faut se mettre dedans, où il faut être sérieux et qui peuvent, vous apporter un petit peu plus de dégâts et entamer votre récupération. Voilà. Donc, on a des cartouches limitées. Plus on avance, plus nos cartouches sont limitées. Donc, il faut les préserver. Voilà, ça c'est mon avis pour les drop sets. Alors, dans quel cas ça peut être utile les drop sets? Pour quelqu'un qui a en fait très peu de capacité de travail. Ok, c'est pas mon format favori, mais si vous remarquez, par exemple sur le format top set back off, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. À chaque fois sur les back off, vous êtes obligé de baisser de charge, ou sur vos straight set, vous avez 4 séries et vous n'arrivez jamais à tenir les 4 séries. Drop set. Vous trouvez le point exact. Imaginons, vous faites 3 séries qui passent bien, vous arrivez à garder la même intensité, la même standardisation, etc. Et la 4e série, elle est toujours foirée, vous êtes obligé de baisser, ou voilà, vous n'arrivez pas à faire le format qui est prescrit, ou le RPE monte, etc. Bah, insérez une 4e série pour commencer, avec 5 ou 10 kilos de moins peut-être, et ça vous amène à pouvoir combler le volume, on va dire que les 5%, 10% de volume qui reste que vous n'arrivez pas à gratter et qui vous semble nécessaire pour progresser, ou en tout cas pour faire progresser votre volume petit à petit dans des phases de développement, dans des blocs de développement. Bah, ça peut être une option intéressante de se dire, voilà, on lance des petites séries à basse intensité pour pouvoir commencer à faire monter le volume et petit à petit, l'objectif, en fait, c'est voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un format qui est temporaire, en fait. C'est-à-dire que ce drop set, il doit, à la fin, se transformer en format de straight set, enfin, back off, comme vous voulez, selon comment c'est positionné, mais l'objectif, c'est que ça soit temporaire, ce soit une introduction, en fait. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Alors, je parle pas des exos d'assistance. Hein. On parle pas de muscu, là, on parle vraiment sur du SBD. Et tout ce que j'ai dit depuis le début, et voilà pour du SBD, je vais pas détailler les exos de muscu dans cette vidéo. Ça peut être un sujet de vidéo. Ce serait d'ailleurs très très intéressant de refaire un petit peu ces mêmes formats pour les assistances. Et certains de mes avis changeraient, je pense. En tout cas, je trouverais des intérêts que je n'ai pas trouvé sur le SBD. Donc voilà. L'objectif, c'est que ça soit un format temporaire. Toujours dans cette idée, on va dire, aborder avec les drop sets que vous n'avez pas la capacité de travail nécessaire pour enchaîner les séries, voici un format du coup qui met ça, on va dire, au premier plan, la capacité de travail. Donc les cluster sets, c'est simplement des straight sets qu'on a rapprochés les uns des autres. Donc c'est simplement des enchaînements de séries avec des récupérations réduites. Pour donner un exemple, je donne un exemple très simple. Vous prenez votre 3x3 en straight set, vous allez avoir entre 3 et 5 minutes de récupération. Et bien là, vous allez diviser ce temps par 2, par 3, peu importe. On va dire, vous passez de 3 à une seule minute. Évidemment, vous allez adapter la charge, mais l'idée, c'est voilà, c'est d'augmenter la composante cardio dans votre entraînement. Et oui, le cardio a un impact en powerlifting. On pourra en faire une vidéo complète là-dessus également. Mais en tout cas, cardio spécifique au SBD, hein, évidemment. La capacité d'enchaîner les séries, d'enchaîner les répétitions et surtout à être capable de bien récupérer, de tirer vraiment
la quintessence de ces séries de récupération, c'est-à-dire d'observer la fréquence cardiaque au repos, le temps qu'elle met à redescendre. Vous regardez votre niveau d'essoufflement, votre capacité à être prêt mentalement à repartir, votre capacité technique à maintenir sur plusieurs séries avec une récupération courte, vos qualités techniques, à pas vous dégrader la technique. Ça, c'est un format qui est plutôt intéressant. Je le mettrai, pareil, dans les formats qui sont plutôt temporaires. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a identifié quelque chose, ça peut être, voilà, il y a beaucoup de justifications, ça peut être mental, ça peut être juste une question d'emploi du temps. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui sur cette séance-là. On a une occasion de mettre du squat ou du deadlift par exemple. Je le mets un peu moins sur du bench parce que c'est vrai que ne serait-ce que le setup au bench, voilà, vous pouvez avoir 30 secondes juste pour vous setup et du coup les cluster sets, vous faites quoi? Vous vous relevez du bench, vous attendez 20 secondes et puis vous retournez sur le bench. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les cluster sets au bench. Au squat, ça a déjà un peu plus de sens. Et puis le temps de récupération nécessaire au squat est déjà un petit peu plus long que le bench. C'est-à-dire que le bench, vous pouvez enchaîner des séries avec 2-3 minutes de récupération, selon les séries, hein, évidemment, pas votre top 7. Le squat, voilà, on va se situer plutôt vers 4-5 minutes en fonction de l'intensité. Donc ça a déjà un peu de sens de réduire le temps de récupération par deux, de faire que des récupérations de 2 minutes. Ça peut avoir du sens, mais surtout au deadlift, voilà, ça a énormément de sens de réduire le temps de récupération. Donc ça peut être mental, ça peut être technique, ça peut être un contexte, voilà, j'ai pas beaucoup de temps, ça peut être vraiment la capacité de travail cardio, voilà. Mes 3 séries, j'ai l'impression de jamais pouvoir récupérer mes 3 séries au dead, c'est un petit peu inquiétant, donc, enfin inquiétant. En tout cas, voilà, on va mettre en place quelque chose qui va stimuler le système cardiovasculaire, toujours dans une optique de SBD. Donc là-dessus, c'est plutôt intéressant, mais comme les drop sets, ça va être pour moi une option qui est temporaire. Ça veut dire 1, 2 blocs, 3 blocs, et pas sur tous les formats. On parlera de la répartition après, mais voilà, ça va vraiment être un format qui est destiné à disparaître, qui normalement, si le problème est résolu ou que la prog est bien faite, vous avez très peu besoin de ce genre de format dans l'année. Voilà, ils peuvent servir à relancer une phase. Voilà, si vous avez un changement de phase, vous passez d'un picking hors saison, voilà, vous relancez en mettant plus un aspect cardio, sur un aspect santé un petit peu plus général et aller aiguiser un petit peu les qualités physiques plus générales d'un athlète, aller un peu plus sur le cardio, aller un peu plus sur l'hypertrophie, vous allez mettre du travail un peu plus de mobilité, machin. Ça peut être un bon format pour lancer ça, pour lancer cette nouvelle dynamique, mais voilà, c'est pas quelque chose que vous allez tenir à l'année normalement, ok? Dernier format que je vais aborder dans cette petite vidéo, c'est tous les formats en fait, peu importe, en général c'est plutôt des genres de top 7 post-fatigue. J'explique, le principe c'est l'inverse d'un top 7 en fait. Un top 7, vous mettez en premier votre série qui va vous prendre le plus d'énergie, et ensuite vous avez des séries suivantes qui vous servent à créer les adaptations, on va dire, sur une vue un petit peu plus moyen-long terme. Tous les formats post-fatigue, en général c'est plutôt un single hein, qu'on met dans ces cas-là, c'est après les formats qui vous servent à créer les adaptations long terme. Donc vous avez vos straight sets par exemple, tac, vous faites reprenons l'exemple du 3x3, et vous mettez un single après le 3x3. Pour moi, il y a très peu, alors il y a plusieurs cas de figure, soit vous observez une grosse perte de performance entre le top 7 et les back-off, ça peut être un problème de capacité de travail, etc. Donc vous allez peut-être exploiter des cluster sets, vous allez peut-être exploiter un petit peu de drop set, etc., etc., etc. Vous avez le contre-pied de se dire, bah non, on va d'abord miser sur les straight sets parce que c'est mon adaptation principale de toute ma carrière en fait. Et après, j'ai envie de voir, c'est pas pressé. Je suis pas dans une situation très proche d'une compétition où j'ai besoin d'avoir un retour réel et rapide sur de la performance, voilà, ultra spécifique, on va dire. Et ben je mets un petit format post-fatigue et de dire voilà, si on remonte en intensité après des straight sets, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'arrive mieux à le gérer? Et donc dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose à aller vérifier dans la récupération, aller chercher du côté de la hype, de l'aspect mental, peut-être de la nutrition, etc. Soit il y a aussi une grosse déperdition de fatigue, et dans ce cas-là, c'est de la capacité de travail pure, et dans ce cas-là, il va falloir se diriger vers plus de straight set, etc., à développer la capacité un petit peu plus cardio-spécifique au SBD. Voilà, grosso modo, ce que je pense de ce format, c'est que je l'utilise quasiment jamais, à part quand j'ai vraiment une interrogation, ou
Voilà, encore une fois, on va parler un petit peu, c'est un petit peu comme le ramp-up, je le vois un peu comme des formats d'athlètes qui savent pas trop se tenir et qui, quoi qu'il arrive, vont overshoot sur le top 7 et mettre toute leur bille dans le top 7 et après vont pas prendre les formats qui viennent après au sérieux. Voilà, c'est en général, si je mets ça dans la prog, c'est pas très bon signe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable trop de vous tenir et donc on met un petit peu la carotte et dit non, tu dois d'abord faire tes séries, comme vous êtes frais et que vous êtes pas hypé, etc. En général, vous avez plus de concentration à mettre dans vos stride sets que post-top 7 où vous avez fait votre performance, vous êtes content, et après, il reste encore le 3x5 à faire, etc. Non, non. Moi, je veux que tu comprennes que le 3x5, c'est ton format qui va te permettre de créer des adaptations à long terme. C'est le format que j'ai choisi. Et après, je te mets ton petit single ou ton petit top 7 post-fatigue, en tout cas post-format. C'est, voilà. En général, c'est que tu sais pas te tenir et que voilà, en fait j'ai rien de plus à dire là-dessus à part voilà sur toutes les fois où je vais mettre du post-fatigue, il va peut-être y avoir 10% des cas où il y a une réelle interrogation, où je lance une piste et je vais dire voilà, est-ce que c'est vraiment ta capacité de travail, etc. Est-ce qu'on a voilà des problématiques liées à la perte de performance ou à la fatigue post-top 7, ça m'intéresse. Et du coup, est-ce qu'on peut en période de développement miser sur un top 7 post-fatigue et développer ta capacité de travail à avoir une intensité constante puis à remonter en fin d'entraînement pour plus tard, pareil, toujours des formats un petit peu temporaires. Plus tard, normalement, tu dois être capable d'encaisser un top 7 et trois séries de back-off. Normalement, ça doit pas être voilà, tu devrais y arriver 80-90% du temps, 90% de l'année, tu dois être capable d'encaisser. Voilà, c'est juste une question de choix et d'expérience. Pareil, le cas des ultra débutants, on peut mettre ça s'ils ont du mal à savoir un petit peu à estimer leur intensité, ils ont très peu d'expérience sur les barres de chauffe, sur les straight sets, ils peuvent se cramer un petit peu rapidement. Évidemment, ça s'entend, hein, je blâme pas les débutants, je blâmerai jamais les débutants, mais voilà, si vous avez plus 6 mois de force athlétique, normalement, vous savez vous tenir. Donc, ce qui nous amène un petit peu à la conclusion de cette vidéo, et on va s'amuser à faire un petit jeu et de se dire, voilà, si on devait estimer le pourcentage du temps que ça devrait prendre, voilà, je sais pas si ça va beaucoup s'entendre, peut-être que je vous ai défoncé les oreilles, désolé. Voilà. En pourcentage, on va dire, à l'année, hein, global évidemment, combien de temps faudrait allouer à chaque format pour avoir quelque chose d'équilibré. On va commencer directement avec la base de la base, et on va dire que je vais les mettre ensemble, hein, vous avez compris, pour moi c'est un petit peu le même type de format, c'est vraiment straight set, back-off, ça doit prendre entre 80 et 90% de votre temps. Hein. Je suis un petit peu, je veux dire, je vais pas parler d'école, mais voilà, pour moi, il faut que la performance elle soit claire, elle soit lisible, elle soit répétable, elle soit standardisée. C'est vraiment la base de la base de la base si on veut avoir quelque chose d'efficace après, et si on veut vraiment que ça se transfère à la fin de l'année, ou en tout cas à la fin de tel cycle, sur de la compétition ou sur des performances qui veulent dire quelque chose. Voilà, il faut qu'il y ait un socle non négociable de format fixe en fait. Je sais qu'il y en a qui vont un petit peu ronger leurs freins en entendant ça, mais c'est vraiment la base de la base. La force athlétique, c'est un sport de qualité physique unique, c'est de la force maximale qu'on fait tout le temps, donc c'est chiant, donc c'est répétitif, et la plupart de l'année, vous n'allez pas vous éclater dans votre entraînement. Vous pouvez avoir des sources de plaisir qui passent par les assists, qui passent par certains formats comme ça, un petit peu sporadiquement, évidemment, hein. Et après, on n'a pas parlé des formats de répétition, de l'intensité, etc. On peut trouver du plaisir dans énormément de choses, mais la plupart du temps, vous faites quasiment la même semaine avec l'intensité qui progresse petit à petit, et après, vous faites un nouveau bloc qui est en lien avec ce que vous avez fini au bloc précédent, etc., etc. Et ça, c'est vraiment la base. Du coup, top 7, on va dire entre 5 et 10%, ok. Donc si vous avez 10 séries de squats dans la semaine, vous pouvez passer un top 7, ça fait déjà 10%, ok, donc c'est déjà énorme. Entre 5 et 10% de votre temps à l'année, passé à faire des top 7. On est plus, voilà, ça dépend du nombre de séries, forcément au bench. Si vous tapez entre 15 et 20 séries, bah, vous pouvez peut-être vous permettre sur certaines phases de mettre plus de top 7. Vous allez probablement avoir plusieurs choses à tester, peut-être plus de variations, etc. On n'a pas parlé des variations, mais il peut y avoir des cas où je mets plusieurs top 7 dans la semaine. On n'a pas parlé de la création d'inertie, mais effectivement, avoir deux formats qui sont très très proches au sein de la même semaine va vous donner énormément de repères et peut vous amener à créer un cercle vertueux. En fait, de semaine en semaine, à chaque fois que vous avez une séance, vous avez un top 7, mais ça peut se créer aussi avec des straight sets. Hein. Mais
vous créez un cercle vertueux où en fait, la séance 1, vous, par exemple, vous avez un single, ok. La séance 2, vous avez un doublé, donc vous avez des formats qui sont très 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 proches. Et voilà, de doublé en single, bah ça se ressemble. De single en doublé, ça se ressemble, etc., etc. Donc vous pouvez avoir plusieurs top sets, ça peut se trouver, etc. Mais voilà, c'est très contextuel. Et avec ça, bah, si vous avez 90% de straight set, 10% de top set, vous avez compris qu'en fait, il y a très peu de place pour autre chose. Le ramp up, vous avez compris que, à part si vous êtes ultra débutant, si vous savez gérer une montée en gamme cohérente, bah, j'ai envie de dire presque 0% du temps, on va dire. On va dire, voilà, moins de 2% du temps alloué à des ramp up. Drop set, bah voilà, pareil. En fait, normalement, j'ai même envie de dire que je vous ai évoqué les conditions qui peuvent amener à mettre un drop set. La vérité, c'est que j'en mets jamais, voilà, on va mettre moins de 2%. C'est un format ultra temporaire. Voilà, c'est le temps d'un bloc, pas plus. Cluster set peut-être un peu plus souvent, peut-être que vous allez passer entre 0 et 5%, donc ça peut prendre de la place, hein, selon, voilà, peut-être que les poids lourds, donc vous avez une composition corporelle qui est un petit peu plus grasse que la moyenne, on va dire, bah, vous avez régulièrement besoin de passer par des phases où bah, vous allez améliorer vos capacités cardiovasculaires, vous allez améliorer votre composition corporelle pour pouvoir durer dans le temps. Ok, peut-être que les poids légers, ils vont passer beaucoup plus de temps à créer de l'hypertrophie et de la force. Donc voilà, c'est en fonction des profils. Il y en a qui vont pas en faire du tout de l'année, et ça dépend aussi de ce que vous faites. Hein. Si à côté, ben vous allez courir ou vous faites un autre sport, ben, peut-être que l'option cardio, la capacité d'enchaîner des efforts, peut-être que vous l'avez déjà. Donc ça c'est voilà, ça dépend des profils et ça dépend aussi de la prog. Hein. Si une prog est bien agencée, en général, bah on avance pas à pas sur le volume et sur la capacité de récupération. Et normalement, si vous avez une prog cohérente, il n'y a pas trop de moments où vous avez de surprises. Le mieux, hein, je parle tout le temps et je l'ai dit plusieurs fois, la lisibilité, la visibilité, la prédictibilité de votre performance, c'est d'éviter les surprises, d'éviter les situations où, merde, je sais pas ce que j'ai fait pour en arriver là, il faut que je trouve une solution. Cette situation d'urgence et d'imprévisibilité, on va essayer de la limiter au maximum du maximum du maximum. Et donc, si vous avez bien géré votre incrémentation de volume au fil de la saison et que vous passez par des périodes où vous perdez un peu de volume, etc., c'est pas toujours la course à faire plus. Normalement, les cluster sets, vous en avez très peu besoin. Voilà, vous allez avoir un bloc, vous allez faire des cluster sets dans l'année, basta. Pareil pour le post-fatigue. Voilà, on va mettre aussi moins de 2%. Allez, peut-être qu'il y a des questions à les résoudre. Voilà, en préparation de compétition, chez des athlètes très avancés, voilà, on a fait beaucoup de préparation, on a énormément de données. Ça peut être une corde à ajouter à son arc. Ça peut être, j'en ai pas parlé, hein, j'ai jamais parlé dans tout ça de la réhab. Ok, là, j'ai parlé que des personnes saines. Bon, sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures. Hein. Il y a énormément de contexte, évidemment. J'ai mis tout ça dans le contexte d'une personne saine. Mais voilà, vous pouvez après une réhab ou après une période d'arrêt, etc., vous pouvez dire, bah voilà, comment tu réagis, ça peut être une question à se poser. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, on va dire. Allez, ça, je le barre parce que voilà, la plupart du temps, c'est pour les gens qui savent pas gérer leur excitation d'avoir un top 7. Mais vous savez, grosso modo, ce que je pense de tous les formats de séries qu'on peut retrouver dans la force. Alors, il peut en exister d'autres, hein, mais on va dire que c'est plus hérité de la musculation, du bodybuilding. J'ai pas parlé de pyramidal, par exemple. J'ai pas parlé non plus des formats spécifiques type AMRAP, type format fixe, etc. C'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Tout ce qui est format de répétition et format d'évolution de l'intensité ou du volume, ce sera l'occasion de faire de prochaines vidéos. Donc c'était pas vraiment l'idée. Voilà, l'idée c'est, vous savez, quand vous programmez, vous arrivez, vous faites votre bloc, vous allez avoir quasiment que des straight sets et vous allez construire votre base là-dessus. Et c'est là-dessus, sur du long terme, que vous allez capitaliser. C'est sûr à progresser là-dessus et à rendre votre performance lisible. Bon, je l'ai répété 5000 fois. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, la commenter, me dire un petit peu votre préférence sur les formats, sur le contexte qui peut vous amener. Peut-être que vous ne pensez pas la même chose que moi, ou que vous avez exploré des contextes des fois qui étaient un petit peu différents de ceux que j'ai évoqués, qui vous ont poussé à intervenir sur tel ou tel format. Si vous avez un sujet à me donner pour que je puisse le traiter qui vous intéresse,
n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis si vous cherchez un coaching de qualité, un coaching basé sur les données, n'hésitez pas. Nikaya Powerlifting sur Instagram, nikayapowerlifting.com, ou allez DM directement votre coach préféré. Et pour tout ce qui est merchandising, nikayapowerlifting.com, vous avez des t-shirts, vous avez des comptis, vous avez des hoodies. Si vous nous envoyez un DM, vous pouvez avoir aussi des bâches, pas des bâches, mais on va dire des drapeaux à accrocher dans votre home gym, dans votre salle, dans votre chambre si vous voulez. On peut vous faire ça, ou pour toute demande très particulière, vous pouvez vous adresser directement en DM si vous avez envie de vous faire un short Nikaya, un slip Nikaya, tout est possible. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.